Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, je suis le fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo sur la distinction entre le droit objectif et les droits subjectifs. Distinction extrêmement importante que tout étudiant en droit doit connaître et même que tout étudiant qui étudie le droit doit connaître. Dans cette vidéo, on va donc d'abord donner une définition du droit objectif et puis ensuite, naturellement, donner une définition des droits subjectifs. Et puis ensuite, on va s'intéresser plus en détail aux droits objectifs et aux droits subjectifs. Pour le droit objectif, on verra ensemble quels sont ses caractères, quelles sont ses sources, et puis également quelles sont les différentes branches du droit objectif. Et puis pour les droits subjectifs, on verra quels sont leurs caractères, quelles sont leurs sources, et puis quelles sont les différentes catégories de droits subjectifs. Juste avant qu'on commence, je vous informe de quelque chose de très important, c'est que je propose sur mon site un pack de fiches de révision pour la matière Introduction au droit. C'est un pack qui comprend 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement l'introduction au droit, qui résument parfaitement la matière Introduction au droit. Donc, si vous voulez réviser efficacement cette matière et également si vous voulez mieux comprendre cette matière, ce pack va vous être extrêmement utile. Et si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant que ceci est dit, on peut donc commencer la vidéo. Et on commence donc avec la définition du droit objectif. Le droit objectif désigne l'ensemble des règles de droit, c'est-à-dire concrètement l'ensemble des règles qui régissent la vie en société. Il faut donc bien comprendre que le droit objectif vise le système juridique dans son ensemble. Et il correspond à ce que l'on désigne communément lorsque l'on parle du droit avec un grand D. Lorsqu'on parle du droit avec un grand D, on fait référence au droit objectif, on fait référence à l'ensemble des règles de droit. Puisque comprenez bien que, en droit français, le droit avec un grand D et le droit avec un D majuscule s'opposent au droit subjectif que l'on écrit avec un D minuscule. D'accord ? Donc droit avec un D majuscule, ça désigne le droit objectif. Et puis pour ce qui est des droits subjectifs, on écrit le mot droit avec un D minuscule. Et puis également, pourquoi est-ce qu'on parle de droit objectif ? Eh bien on parle de droit objectif puisque les règles de droit sont envisagées de manière objective et abstraite, indépendamment de la situation individuelle des personnes. Et en ce qui concerne maintenant les droits subjectifs, que sont les droits subjectifs ? Ce sont les prérogatives individuelles qui sont reconnues aux personnes, qui sont reconnues aux sujets de droit par le droit objectif. D'accord ? Donc prérogatives individuelles reconnues aux personnes par le droit objectif. Par exemple, le droit au respect de la vie privée, ou bien encore le droit de propriété, ce sont des droits subjectifs. Si vous êtes propriétaire d'un bien immobilier, vous êtes titulaire d'un droit subjectif sur ce bien immobilier. Et puis, on parle de droits subjectifs puisqu'il s'agit de droits qui sont attribués à un sujet de droit, c'est-à-dire à une personne en particulier. À la différence du droit objectif, les droits subjectifs sont personnels et concrets, ils visent la situation individuelle des personnes. Et puis, il y a un point qu'il est important de comprendre également, c'est que, en définitive, le droit objectif et les droits subjectifs entretiennent des rapports qui sont assez étroits. Puisque le droit objectif, il a pour vocation la protection des droits subjectifs. Et ces derniers, les droits subjectifs, ils n'existent que s'ils sont reconnus par le droit objectif. Par exemple, je vous ai dit précédemment que le droit de propriété est un droit subjectif. Donc oui, le droit de propriété c'est un droit subjectif, mais le droit de propriété, il est reconnu et il est encadré par l'article 544 du Code civil, qui est bien une règle de droit objectif. D'accord ? Donc comprenez bien que droit objectif et droit subjectif sont différents, mais entretiennent des rapports étroits et sont finalement complémentaires.
Alors maintenant, ceci étant dit, on va s'intéresser de plus près au droit objectif et on va commencer par les caractères du droit objectif. Le droit objectif, retenez bien, il est général, il est obligatoire, il est coercitif et puis enfin il est permanent. Qu'est-ce que signifie d'abord le caractère général du droit objectif ? On dit également que le droit objectif a un caractère abstrait ou bien impersonnel. Ça signifie qu'il ne vise personne de manière individuelle. Le droit objectif, il s'applique de manière identique à toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation juridique. Par exemple, la réglementation qui est relative au mariage va s'appliquer à tous les couples mariés. De même, les couples unis par un PACS vont se voir tous appliquer les règles du PACS, etc., etc. Donc ça, c'est le caractère général du droit objectif qui va donc s'appliquer de manière identique à toutes les personnes qui se trouvent dans la même situation. Ensuite, on a le caractère obligatoire. Le caractère obligatoire du droit objectif. Il faut bien comprendre que le droit objectif définit les comportements auxquels les personnes doivent se conformer au sein de la société. Et donc, il est nécessaire qu'il soit respecté par ceux à qui il s'applique. Et c'est pourquoi il est obligatoire. Donc concrètement, toute personne qui entre dans le champ d'application d'une règle de droit doit la respecter. C'est ça le caractère obligatoire du droit objectif. Ensuite, on a le caractère coercitif. Alors, je vous ai dit que, en vertu du caractère obligatoire du droit objectif, toute personne qui est dans le champ d'application d'une règle de droit doit la respecter, mais plus encore, si une personne qui entre dans le champ d'application d'une règle de droit ne la respecte pas, alors cette personne, qu'est-ce qui va se passer ? Cette personne, elle va être sanctionnée par l'autorité publique. C'est ça le caractère coercitif du droit objectif. Donc concrètement, la violation des règles de droit, elle est sanctionnée par l'autorité publique, elle est sanctionnée par la contrainte étatique. Par exemple, si vous commettez un délit, vous allez être sanctionné. La sanction peut être, par exemple, une amende ou bien une peine d'emprisonnement, etc., etc. Mais toujours est-il que vous avez violé une règle de droit, vous allez être sanctionné par l'autorité publique. C'est ça le caractère coercitif du droit objectif. Et puis enfin, dernier caractère, on a le caractère permanent du droit objectif. Le caractère permanent du droit objectif, ça ne veut pas dire qu'il est éternel, ça signifie simplement qu'une règle de droit reste constamment applicable tant qu'elle existe, c'est-à-dire de son entrée en vigueur jusqu'à son abrogation. Voilà donc pour les caractères du droit objectif. On va maintenant voir ensemble quelles sont les sources du droit objectif, puisqu'effectivement, le droit objectif trouve son origine dans différentes sources. Et il faut distinguer entre les sources principales du droit objectif et les sources complémentaires du droit objectif. En ce qui concerne d'abord les sources principales du droit objectif, on va avoir différents types de normes. On va avoir la Constitution, on va également avoir tout ce qui est traités internationaux et puis également le droit de l'Union européenne. On va avoir les lois et on va avoir également les règlements. Toutes ces normes juridiques sont des sources principales du droit objectif. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces sources du droit objectif, donc ces sources du droit avec un grand D, elles sont hiérarchisées. C'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Donc concrètement, ces différentes sources du droit objectif, elles n'ont pas la même importance. Et chaque norme doit être conforme aux normes qui lui sont supérieures. C'est ça que signifie la hiérarchie des normes. Donc concrètement, dans la hiérarchie des normes, on va avoir les règlements qui doivent être conformes aux lois, aux traités internationaux et aux droits de l'Union européenne, qu'on appelle le bloc de conventionnalité.
Et puis également, les règlements vont devoir être conformes à la Constitution et plus généralement à ce qu'on appelle le bloc de constitutionnalité. Puisque à la Constitution, on va ajouter d'autres éléments, à savoir le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. On va ajouter également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Et on va ajouter enfin la Charte de l'environnement de 2004. Et donc, la Constitution, plus ces trois autres éléments que je viens de vous citer, ça va former le bloc de constitutionnalité, qui représente, au sein de la hiérarchie des normes, la norme suprême. Donc les règlements vont devoir être conformes à toutes ces normes supérieures. Ensuite, on va avoir les lois, qui naturellement vont devoir être conformes aux traités internationaux et aux droits de l'Union européenne, et puis également au bloc de constitutionnalité. Et puis enfin, naturellement, les traités internationaux et le droit de l'Union européenne vont devoir être conformes au bloc de constitutionnalité. Voilà donc pour les sources principales du droit objectif. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de ces sources principales, il existe également des sources complémentaires du droit objectif. Et ces sources, ça va être d'abord la jurisprudence. Alors qu'est-ce que la jurisprudence ? La jurisprudence, c'est tout simplement l'ensemble des décisions de justice qui sont rendues par les cours et les tribunaux, qui sont rendues par les juridictions. Alors, de manière générale, la jurisprudence, elle n'a pas vocation à créer le droit, avec un grand D. Puisqu'en application du principe de séparation des pouvoirs, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les juges ne peuvent tout simplement pas élaborer les lois. En revanche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le juge, oui, il ne peut pas élaborer les lois, mais il a un pouvoir d'interprétation du droit. C'est-à-dire que si le droit est obscur, si le droit est imprécis, ou si le droit est ambigu, le juge devra l'interpréter, devra le préciser. Et puis également, si le droit est incomplet ou silencieux sur une certaine question juridique, eh bien le juge, il doit tout de même rendre un jugement. Et il va alors créer du droit. C'est là qu'il va créer du droit. Et à ce titre, la Cour de cassation et le Conseil d'État, qui sont les juridictions suprêmes respectivement de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif, eh bien la Cour de cassation et le Conseil d'État créent fréquemment des règles de droit. Donc le juge, finalement, il joue un rôle direct dans la création du droit. Mais il a également un rôle indirect dans l'adoption des lois, puisqu'il peut inciter le législateur à intervenir. En effet, c'est souvent le juge qui est le premier confronté à certaines situations nouvelles. Le législateur, souvent, il n'intervient qu'avec un temps de retard pour consacrer les solutions dégagées par le juge. Donc au final, oui, à la base, le juge n'a pas vocation à créer le droit, mais en réalité, il joue à la fois un rôle direct et indirect dans la création du droit. Et puis, deuxième source complémentaire du droit objectif, ça va être ce qu'on appelle la doctrine. La doctrine, c'est l'ensemble des opinions qui sont émises par les juristes, c'est-à-dire les universitaires et puis également les praticiens, comme par exemple les avocats. Et la doctrine, elle se manifeste de différentes manières, dans des traités, dans des manuels, dans des chroniques, dans des commentaires d'arrêt qui sont publiés dans les revues juridiques, etc., etc. Alors la doctrine, bien sûr, ce n'est pas une source formelle du droit objectif. Les opinions de la doctrine ne s'imposent à personne. Mais la doctrine, elle peut avoir une influence, non seulement sur les juges, qui peuvent s'inspirer d'un avis de la doctrine pour trancher un litige, mais également sur le législateur, qui là encore peut s'inspirer des différentes opinions qui sont émises dans la doctrine. Et c'est pour ça que on place la doctrine
comme une source complémentaire du droit objectif. Alors maintenant, toujours concernant le droit objectif, eh bien, quelles sont les branches du droit objectif? Effectivement, les règles de droit sont diverses et variées, et c'est pour ça que le droit objectif est divisé en différentes branches, qui sont d'ailleurs elles-mêmes divisées en sous-branches, etc., etc. Donc il y a différentes branches au sein du droit objectif, et la principale distinction, également appelée summa divisio, la distinction fondamentale, oppose le droit privé au droit public. Alors le droit privé, c'est concrètement le droit qui régit les relations entre personnes privées. Qu'il s'agisse des personnes physiques, donc concrètement les individus, ou bien des personnes morales de droit privé. Donc par exemple, les sociétés, les associations, etc., etc. Donc ça, c'est le droit privé. À la différence du droit public, le droit privé, il vise la satisfaction des intérêts privés. Et au sein du droit privé, on va encore distinguer entre différentes branches. On va avoir d'abord le droit civil, qui est le tronc commun du droit privé et qui regroupe notamment le droit des personnes, le droit de la famille, le droit des biens et le droit des obligations. On va avoir aussi au sein du droit privé le droit commercial et puis également le droit du travail. Donc ça, c'est le droit privé. En ce qui concerne maintenant le droit public, c'est, à la différence du droit privé, c'est le droit qui régit les relations entre personnes publiques et puis également, c'est le droit qui régit les relations entre personnes privées et personnes publiques. D'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une personne publique ? Les personnes publiques, ce sont les personnes morales soumises à un régime de droit public, comme par exemple l'État ou les collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions, les départements, les communes. Et donc, le droit public va s'appliquer au rapport entre plusieurs personnes publiques et puis également au rapport entre personnes privées et puis les personnes publiques que je viens de vous citer. À la différence du droit privé, le droit public, il a pour objectif la défense de l'intérêt général. Et puis au sein du droit public, de même que pour le droit privé, on va trouver différentes branches. On va trouver le droit constitutionnel, on va également trouver le droit administratif ou encore le droit des finances publiques. Voilà donc pour le droit objectif. On va maintenant passer, naturellement, au droit subjectif. En ce qui concerne d'abord les caractères des droits subjectifs. Les droits subjectifs, ils ont un caractère personnel et concret. Le caractère personnel, ça signifie tout simplement qu'ils sont liés à une personne en particulier. Les droits subjectifs sont liés à une personne en particulier. Et le caractère concret, ça signifie que les droits subjectifs, ils visent la situation réelle d'une personne, et non une situation générale et abstraite, comme c'est le cas pour le droit objectif. En ce qui concerne maintenant les sources des droits subjectifs, les droits subjectifs, ils naissent soit à l'occasion d'actes juridiques, soit à l'occasion de faits juridiques. D'accord ? Deux sources pour les droits subjectifs, les actes juridiques, les faits juridiques. Qu'est-ce qu'un acte juridique ? Un acte juridique, c'est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit, c'est-à-dire des droits et des obligations. La majorité des actes juridiques sont des contrats, c'est-à-dire des actes qui imposent l'accord de deux ou plusieurs volontés, mais il existe aussi des actes unilatéraux, des actes qui sont l'œuvre d'une seule personne, comme par exemple un testament. Donc ça, ce sont les actes juridiques. Les faits juridiques, ce sont des agissements ou événements
auxquels la loi va attacher des effets de droit. Et au sein des faits juridiques, on distingue entre ce qu'on appelle les faits de l'homme, qui sont liés à un comportement humain, comme par exemple un accident de la circulation ou bien, autre exemple, des coups portés à autrui. Donc on distingue entre les faits de l'homme qui sont liés à un comportement humain et ce qu'on appelle les faits de la nature, qui sont indépendants d'un comportement humain et qui peuvent être soit liés à la vie de l'homme, comme par exemple la naissance, le décès, la survenance de la majorité, ou bien également qui peuvent être totalement extérieurs à la vie de l'homme, comme par exemple un ouragan, un tremblement de terre, un incendie, une grève, etc., etc. Donc retenez bien, au sein des faits juridiques, distinction entre les faits de l'homme et les faits de la nature, en sachant que les faits de la nature peuvent être liés à la vie de l'homme ou bien totalement extérieurs à la vie de l'homme. Et puis, la différence entre l'acte juridique et le fait juridique, elle tient au fait que les effets de droit qui découlent du fait juridique ne sont pas produits par la volonté des personnes, mais par la loi elle-même. La personne n'a pas l'intention de produire l'effet de droit issu du fait juridique. Et à l'inverse, le ou les auteurs de l'acte juridique, ils avaient bien la volonté de produire les effets de droit en question. Parce que par exemple, si on prend comme exemple un contrat de vente, eh bien dans un contrat de vente, les deux parties ont bien la volonté de produire des effets de droit. Le vendeur souhaite transférer à l'acheteur la propriété de la chose vendue contre un certain prix, et l'acheteur souhaite obtenir le droit de propriété sur la chose en échange de ce prix. Donc comprenez bien, avec un acte juridique, les auteurs de l'acte juridique ont la volonté de produire des effets de droit, alors qu'avec un fait juridique, eh bien, les effets de droit qui découlent de ce fait juridique ne sont pas produits par la volonté des personnes, ils sont produits par la loi elle-même. Voilà donc pour les sources des droits subjectifs, et on passe maintenant aux différentes catégories de droits subjectifs, puisque effectivement, au sein des droits subjectifs, on va effectuer une distinction entre les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Alors commençons avec les droits patrimoniaux. Les droits patrimoniaux, ce sont les droits qui peuvent être évalués en argent et qui font donc partie du patrimoine de la personne. Par exemple, le droit de propriété peut être évalué en argent et donc le droit de propriété est un droit patrimonial. Les droits patrimoniaux, ils se divisent entre les droits réels et les droits personnels. Le droit réel, c'est le droit qu'une personne a sur une chose. Donc typiquement, un bon exemple, c'est le droit de propriété. Les droits personnels, en revanche, le droit personnel, en revanche, c'est le droit qu'a une personne d'obtenir quelque chose d'une autre personne. Par exemple, si vous êtes locataire d'un appartement, eh bien, vous pouvez exiger de votre bailleur, vous pouvez exiger de votre propriétaire qu'il vous assure ce qu'on appelle la jouissance paisible des lieux loués. Donc, si vous êtes locataire d'un appartement, vous avez un droit personnel à l'encontre de votre bailleur, à l'encontre de votre propriétaire. Et en revanche, le droit réel, il n'est pas à l'encontre d'une autre personne. Le droit réel, c'est un droit qui porte sur une chose. Donc ça, ce sont les droits patrimoniaux qui se divisent entre droit réel et droit personnel. Et puis ensuite, on va avoir les droits extra-patrimoniaux. Les droits extra-patrimoniaux, ce sont les droits qui ne font pas partie du patrimoine de la personne parce qu'ils ne peuvent pas être évalués en argent.
Et parmi les droits extra-patrimoniaux, on distingue les libertés fondamentales. Donc au sein des droits extra-patrimoniaux, on va avoir les libertés fondamentales, comme par exemple la liberté d'expression, le droit à la vie, le droit de réunion, etc., etc. On va avoir également ce qu'on appelle les droits politiques, comme par exemple le droit de vote. On a aussi les droits familiaux, exemple l'autorité parentale. Et puis, on a enfin ce qu'on appelle les droits de la personnalité, comme par exemple le droit au respect de la vie privée, et également, autre exemple, le droit à l'image. Donc retenez bien qu'il existe différentes catégories de droits subjectifs, et donc au sein des droits subjectifs, on va avoir d'un côté les droits patrimoniaux, et de l'autre côté les droits extra-patrimoniaux. Et ceci étant dit, c'est donc la fin de cette vidéo sur le droit objectif et les droits subjectifs. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.